Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. On se retrouve à peu près une fois par mois avec un ou une alumni du MBA qui vient nous raconter son parcours avant le MBA, ce qui s'est passé pendant le MBA et puis aussi ce qui s'est passé après. Et aujourd'hui, c'est Driss Mechiche Alami qui a le plaisir d'être avec nous. Bonjour Driss. Bonjour, merci pour l'invitation. Écoute, tu sais que nous, on prend beaucoup de plaisir à toujours retrouver nos anciens diplômés. Et toi, en plus, Driss, je sais que tu es fidèle à nos événements, tu es fidèle au MBA parce que, en fait, ça fait déjà 10 ans, hein, 10 ans Déjà, que tu as quitté le MBA puisque tu es de la promo 2014. tout à fait. Effectivement, ça passe très vite, mais ouais, c'est vrai que ça me rajeunit pas. Ça fait quand même 10 ans, donc j'avais fait en 2014, et donc je suis voilà, j'en garde un très très bon souvenir, et donc j'hésite pas à revenir aux soirées alumni. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va faire en tout cas pendant ce webinaire. Alors, pour ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez donc nous poser vos questions dans le chat. Je m'occupe, Driss, de toutes les questions. Je te les pose, il n'y a pas de souci. Toi, tu es concentré à fond sur tes réponses. Et puis, pour ceux qui nous écouteront en replay ou peut-être en podcast, on vous salue. Voilà, mais en tout cas, vous aurez les questions et les réponses qui ont été celles posées en direct pendant le webinaire. Alors, on a bien commencé notre webinaire Mhm. alumni pour demander quel est ton parcours avant le MBA. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce qui t'a fait arriver au MBA en 2014? Alors, toi, tu avais d'abord eu un parcours universitaire, si je me trompe pas. Tout à fait. Alors effectivement, le MBA MCI, je dirais après, en fait, c'est arrivé vraiment par opportunité. Donc moi, j'avais vraiment un parcours en statistique et informatique décisionnelle. Donc j'avais fait un premier master à Nice. Et, euh, et voilà, donc à la fin de mon cursus, j'avais un stage de fin d'études à réaliser. Et donc, c'est ce qui m'a fait venir à Paris. Donc, c'est un master que j'avais fait à Nice. Et donc, j'ai rejoint une société. Donc, c'était une foncière. Donc, c'était une entreprise qui avait plusieurs centres commerciaux partout en Europe. Et donc, j'ai rejoint, on va dire, la direction marketing de cette foncière pour répondre à des problématiques de reporting, de dashboard, voilà. Et c'est vrai que cette direction et ce département m'a beaucoup passionné parce qu'on traitait au-delà de la data, donc on avait pas mal de problématiques à l'époque marketing, digital, et donc c'est ce qui m'a un peu Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que tu étais vraiment en plein dans la transformation. C'est-à-dire que toi, tu viens de la donnée, hein, de ce qu'on appelle la BI, la business intelligence, mais la business intelligence, il y a 10 ans, 12 ans, elle était beaucoup moins digitale qu'aujourd'hui. tout Et à donc, fait, toi, tu es arrivé au moment où justement il y avait la transformation, il y avait la bascule. tout à fait, exactement. C'est vraiment à ce moment-là, et ce qui m'a fait, on va dire, je vais l'expliquer après, c'est ce qui m'a fait venir au MBA finalement. C'est-à-dire que c'était le début de la data. Donc d'ailleurs, à l'époque, on parlait de statisticiens, on parlait de chargés d'études statistiques. On n'avait pas encore ces métiers data. Et, euh, et donc moi, dans ces métiers, on va dire de statistique, donc je traitais beaucoup de données. Et en fait, le lien, comment il va se faire, c'est qu'à un moment donné, mon rôle était de collecter des données qui provenaient des centres commerciaux, donc que ça soit leur chiffre d'affaires, les flux, les personnes qui rentrent, qui sortent dans le centre commercial. Mais on n'avait pas de données qui provenaient des sites internet des centres commerciaux. Et donc c'est là, on va dire, le début du projet qui va arriver. Donc je commence à m'intéresser à récupérer de la donnée qui provenait des sites internet. Donc à l'époque, il y avait une dizaine de sites internet vraiment disparates. Et donc moi, j'ai commencé à contacter les directeurs de centres commerciaux pour voir comment je peux récupérer leur Google Analytics, s'ils en ont un, etc. Ouais, Et en fait, tu leur parles un peu chinois, Driss, hein, on peut dire ça. Et tu dis, ils reçoivent un appel de quelqu'un, toi, qui leur dit, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les stats de consultation de votre site, de Google Analytics? Waouh, là, c'est quand même deux mondes qui se confrontent. et surtout, il fallait expliquer, de dire que oui, il y a forcément une forte corrélation entre, on va dire, le business réalisé dans le centre commercial et les personnes qui vont visiter le site internet.
Et donc ça commence effectivement vraiment par des petites interrogations comme ça. Et là, effectivement, il naît un gros projet de mise en place d'une plateforme commune de l'ensemble on va dire, du patrimoine de tous les centres commerciaux, de faire une plateforme commune pour vraiment renforcer la communication en ligne. Et, euh, et donc ça, c'est un projet on commence à discuter de ce projet vraiment vers la fin de mon stage. Euh, Et donc j'étais vraiment entre guillemets moteur et vraiment force de proposition sur cette plateforme. Je voulais vraiment voilà être participer à ce gros projet et donc mon stage est arrivé à sa fin. Oui, parce Donc qu'on refait donc la chronologie. C'est que, en fait, ça, c'était ton stage de fin d'études, mais à l'université, donc à Nice. Donc, en fait, tu arrivé à la fin de ton Master 2. c'est ça, hein. Tu avais fait ce stage qui s'est super bien passé. Euh, et là, tu te dis, bah, moi, j'ai envie d'en être de cette plateforme. J'ai envie de participer à ce projet. Exactement. Et en fait, c'était le début on va dire de la transformation digitale. C'est-à-dire que on est en plein moment de la transformation digitale, donc on voyait tous les métiers se transformer, mais également les foncières ne savaient pas de quel bout prendre, on va dire cette nouvelle transformation. Euh, ils avaient on va dire une posture de foncière, donc c'est-à-dire c'est des investisseurs. Donc voilà, il savait qu'il y a quelque chose à faire, mais comment faire, etc. C'est ça qui manquait. Et donc ce premier projet de grande plateforme, c'était le début d'une transformation, donc qui après on va avoir des programmes de fidélité en ligne, vraiment il y a toute une stratégie derrière qui va arriver. Voilà, donc on échange effectivement avec la direction marketing, donc qui était, on va dire, euh, avec la direction communication. Donc c'était vraiment deux directions qui prenaient le sujet en main. Et donc là, on m'a proposé de dire, écoute, nous, les compétences en marketing digital, c'est l'avenir. On sait que c'est l'avenir. On aura besoin d'abord nous-mêmes pour définir notre stratégie. Et puis, on sent que voilà, tu as une forte appétence à ces sujets-là, parce que voilà, j'ai eu vraiment l'occasion de travailler avec la direction générale sur la stratégie, vraiment de faire de la veille, de proposer pas mal de choses. Et donc, est-ce que ça t'intéresse voilà, on essaye de te former, de te mettre à jour sur toutes ces technos, ce marketing digital, et puis voilà, de continuer avec nous. Donc moi, sortie d'école, on me propose une opportunité pareille. Alors ça se refuse pas. Je veux dire, j'étais vraiment très très motivé à prendre voilà cette Oui, opportunité. c'est qu'en en fait, il te propose euh, euh, enfin, de te former parce que l'appétence, on va dire, c'est la base. Tu avais la motivation, c'est des sujets qui t'intéressaient, mais ensuite, il y a quand même la compétence. Et là, ils te disent, bah, il faudrait que tu ailles te former parce que bah, ce sera bénéfique pour toi, évidemment, mais surtout pour l'entreprise. Et c'est là où l'alternance prend tout son sens. Toi, tu es intéressant parce que tu viens de terminer un premier cycle. Donc, en fait, techniquement, tu étais déjà employable. Je veux dire, ils auraient très bien pu te proposer tout de suite une embauche après ton stage. Mais il y avait quand même ce besoin d'acquérir les compétences nécessaires pour la transfo digitale, mais aussi pouvoir mener à bien ce projet. Et là arrive le MBA. Alors, comment il arrive le MBA, justement? Comment tu le choisis? Est-ce que tu te souviens? Alors effectivement, donc tu l'as bien résumé. L'idée, c'est vraiment d'être à la pointe aussi des technologies, de tout ce qui se passe. C'est vraiment, effectivement, j'ai des appétences, mais on voulait aller tout de suite, aller plus loin. Euh, donc là, comment ça se passe? Donc je me suis dit, on va faire très simple. Et j'avais entre guillemets un budget entre guillemets open bar. Je pouvais choisir n'importe quelle formation. Et donc j'ai fait très simple. Je me suis dit, je vais prendre le meilleur MBA MCI. En tout cas, le meilleur MBA, pardon, voilà, de digital. Oui, parce que le meilleur MBMCI, comme il n'y en a qu'un, C'est le, c'est vraiment en fait, c'est celui qui ressortait à chaque fois dans mes recherches. Donc, je me suis dit, bon, s'il ressort, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Donc, je commence
à me renseigner un peu plus. Donc j'avais shortlisté à peu près trois masters spécialisés en digital. Et donc je suis allé les rencontrer, donc assez simplement. Et donc là, je rencontre Alexandre Stopnicki. Donc là, ça m'a tout de suite donné une envie vraiment parce que j'ai donc au-delà, on va dire du personnage qu'on va décrire après peut-être, mais ça m'a aussi donné envie voilà, avec son énergie qui est à la fois aussi entrepreneur, donc ça m'a vraiment donné envie voilà, je me suis dit, je pense que je serai au bon endroit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on avait aussi la possibilité de contacter des anciens. Donc ce que j'avais fait, j'avais appelé des anciens à l'époque qui m'ont tous dit, mais alors là, c'est vraiment le meilleur master, tout ça. Donc je me suis dit, bon, là, forcément, je serai au bon endroit. Ouais. Donc Soit c'est là, un complot, soit c'est vrai, tu vois. voilà, je me suis dit, voilà, c'est forcément, il y a quelque chose de magique derrière. Donc, et en plus, j'ai regardé le programme. Ce qui était intéressant aussi, c'est vraiment, on a un panorama global. Ça aussi, ça a été, on va dire, apprécié par la direction, parce que c'est vrai que sur les deux autres que j'avais shortlistés, on n'avait pas vraiment ce panorama aussi 360 euh, que je voulais avoir. Donc il y avait aussi cet aspect-là. Et puis voilà, c'est parti. J'avais proposé ça à mon responsable. Il m'a dit, bah, c'est parti, on y va. Donc là, effectivement, on passe un peu bah, la partie, on va dire, de sélection, etc. Et là, on commence un rythme. Donc c'était en part-time, c'est-à-dire une semaine par mois. Ouais, alors tu sais, Driss, en fait, ça n'a pas changé. D'accord. Ah, C'est toujours le même rythme. Donc, 1 an et une semaine par mois, donc en alternance, en fait, c'est ça, ce rythme alterné. Donc, 3 semaines en entreprise et une semaine de cours. Et donc, est-ce que tu t'es régalé pendant cette année? Bon, je sais que ça fait longtemps, ça fait 10 ans, mais est-ce que tu vois, il y a des souvenirs que tu peux nous partager? Alors, on va parler de ta thèse professionnelle aussi, ouais. mais hors thèse professionnelle, est-ce que tu vois, tu te souviens, il y a peut-être des cas pratiques, peut-être des profs, tu vois, donc tu te souviens, tu avais parlé d'Alexandre Stopnicki, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, hein, Alexandre a été le directeur pédagogique du MBA pendant plus de 10 ans, alors je crois que c'est 12 ou 13 ans, donc il m'a transmis le flambeau il y a maintenant 2 ans, mais c'est vrai qu'il a marqué toute une génération d'étudiants Mm. et il est toujours très actif au sein du MBA puisque c'est notre expert IA. Voilà. Donc il intervient toujours au sein du MBA et c'est vrai qu'on peut le dire, Driss, c'est une personnalité, quoi. C'est une Ah oui. personnalité de notre marché. Alors, tes souvenirs de la formation? Alors effectivement, moi je voulais rebondir sur ce point. Moi j'ai eu vraiment la chance d'avoir finalement les deux pères fondateurs du MBA, donc à la fois Alexandre Stopnicki et Vincent Montet. Donc c'était vraiment deux personnages euh, assez vraiment inspirantes. Et donc on a eu vraiment la chance de les avoir comme intervenants. Donc moi j'en garde vraiment un très bon souvenir de ces deux personnes. Et donc donc qu'est-ce que je retiens effectivement, c'est vraiment j'arrive premier jour et je vois que je suis parmi les plus jeunes de la promo. Et donc je vois effectivement il y a pas mal d'apprenants qui sont plutôt en reconversion, des anciens directeurs communication, et je me dis waouh, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation, je serai entouré de vraiment de personnes qui ont déjà été directeurs dans d'autres sociétés, etc. Et que donc voilà, il va à la fois avoir un réseau et puis des formations intéressantes. Oui, Donc ce mais qui m'a non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu intimidant parce que la moyenne d'âge du MBA, elle est à peu près, en gros, c'est 35 ans. ouais. Donc toi, à l'époque, on revient, tu vois, 10 ans en arrière. Toi, même si tu viens de terminer donc tes études supérieures, en tout cas ta formation initiale, bah, t'es encore tout jeune, tu vois. Tu as un petit peu d'expérience professionnelle, notamment suite à ton stage. Mais en face de toi, comme tu le dis, bah, tu as des gens qui ont déjà travaillé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans.
et ça fait une super alchimie parce que justement il y a ce choc des générations, ce choc Ouais. de l'expérience et de l'expertise, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance. Et c'est-à-dire de l'entraide, de l'envie de travailler ensemble et d'apprendre ensemble. Ah oui, alors clairement, vraiment, c'est ça qui m'a tout de suite, on va dire, c'est tout de suite j'ai senti cette bienveillance, c'est-à-dire que on était vraiment dans le partage, dans l'échange. Vraiment, je garde vraiment un souvenir qui m'a beaucoup plu parce que c'était très intéressant et très riche et je dirais même très intense parce que c'est vrai que avec ce rythme, en fait, j'avais vraiment 3 semaines à l'entreprise et puis une semaine intense où Mhm. on va aller voir toutes les innovations, d'être à jour sur plein d'outils, d'être présent sur pas mal de choses, d'échanger vraiment avec d'autres personnes qui ont été déjà voilà directeurs, qui ont déjà fait des transfos et donc qui nous donnent aussi leur feedback. Et donc quand je revenais de cette semaine à l'entreprise, moi j'étais vraiment donc toute la direction était là pour me dire alors qu'est-ce que tu as appris en plus, qu'est-ce que tu peux nous partager. Et donc voilà, j'avais aussi ce partage de mon côté et on sentait que voilà c'était quelque chose qui vraiment me donnait beaucoup d'énergie. Et puis les moments que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment voilà par exemple les travails en groupe. Ça c'était très sympa parce que voilà on faisait des projets travail de groupe qui était vraiment on va dire on était vraiment un groupe très varié finalement, des personnes très seniors, des personnes juniors, etc. Et donc, on avait ce partage qui était assez fort et, euh, et je trouve que effectivement ce mélange comme ça est très important pour moi à l'époque jeune diplômé. Euh, Vraiment, ça m'a permis de prendre encore beaucoup plus d'expérience en si peu de temps, quoi. Ça m'a ouvert une opportunité de dire, bah, effectivement, j'ai passé une très belle année, notamment voilà avec une envie d'entreprendre, tout ça. Donc ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre. Et moi je me suis dit, bah, c'est parfait, c'est parti, c'est le moment d'entreprendre. Euh, le destin a fait comme ça, mais on s'arrête pas là. Donc là, je décide effectivement, je décide de lancer ma première boîte, donc qui s'appelait Miam.fr et l'idée c'était de proposer. Alors l'idée de base, parce qu'elle a beaucoup évolué, mais je vais raconter un peu la chronologie. L'idée de base, c'était de faire ce qu'on va dire un Airbnb de la food, c'est-à-dire des particuliers peuvent cuisiner des plats, mettre ça dans une plateforme, dans notre plateforme, et puis proposer à d'autres personnes qui sont pas très loin du quartier de venir récupérer ces plats-là. Donc l'idée était géniale, sur le papier c'est magnifique. On était en plein ubérisation des secteurs, donc on voyait avec Uber, avec Airbnb, on voyait plein de ce qu'on appelait à l'époque l'économie collaborative, vraiment le boom de l'économie collaborative. Et donc je me suis dit c'est parfait, c'est la bonne idée au bon moment, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on se lance et tout de suite, on voit qu'il y a quand même deux, trois acteurs aussi qui se lancent au même moment que nous. Et donc, et on commence à voilà vendre des premiers plats, à vraiment recruter des personnes qui veulent cuisiner, etc. Et là, tout de suite, je commence à avoir des emails voilà d'organismes, d'associations qui me disent faites attention, l'hygiène, c'est très important. Donc voilà, alors que moi, le rôle de plateforme était, voilà, c'est une plateforme de mise en relation. Donc c'était assez compliqué. Donc on commence à regarder un peu les limites du modèle assez rapidement. Et donc là, on fait un premier pivot. On s'est dit effectivement, c'est pas là où il faut y aller. On fait un premier pivot et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire quelque chose de healthy, quelque chose de sain, mais qui soit à l'époque, il y avait cette image du sain qui n'était pas très bonne, et l'idée c'est de faire quelque chose de très bon, mais qui reste sain. Donc on s'est dit, bah, pour ça, il faut vraiment qu'on internalise en tout cas la cuisine pour faire ça.
En termes de Euh, date, on est où là? Donc, on rappelle, hein, le MBA, en fait, tu le fais donc en 2014. Donc, ça veut dire que, en fait, tu démarres en octobre 13, 2013 et c'est tu ça. termines en septembre 2014. C'est ça. Alors effectivement, mais entre-temps, donc j'ai cette idée de lancer Miam. C'est-à-dire je Et là, on lance. est où? On est fin d'année 2014. C'est ça, effectivement. Ok. Fin de l'année Donc, en 2014. parallèle, en fait, tu termines le MBA, tu es en même temps en train de terminer donc, ton alternance au sein de la foncière, mais C'est ça. Donc là, c'est une idée. Donc on fait un, un proof of un POC de voir est-ce que c'est une plateforme qui va prendre assez rapidement ou pas. Donc l'idée c'est ça, c'est que ben, voilà, comme on a bien compris, les startups, c'est faut faire toujours des POC avant. Et, euh, et donc là, je lance le POC, le premier POC, dans un premier temps, pour juste tester le marché, voir un peu l'attractivité. Voilà, donc ça va prendre à partir, on va dire, début 2015, le POC, qui va durer jusqu'à à peu près, ouais, fin 2015, à peu près un an, un peu moins d'un an. Donc entre-temps, effectivement, j'ai rejoint un cabinet de conseil, donc très grand cabinet de conseil, euh, sur voilà, donc sur des sujets data. Donc là, pour le coup, c'était plutôt dans le secteur bancaire. donc alors, donc c'est donc Soprasteria, tu rejoins Soprasteria. Tout à Est-ce que tu fait. te souviens comment s'est fait le recrutement parce que finalement c'était quasiment tout de suite après après ton billet. Est-ce que tu as postulé à une offre? Est-ce que tu as été chassé? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que effectivement à la fin de mon MBA, effectivement quand il y a eu cette rupture-là, donc j'avais tout de suite, oui, effectivement j'avais postulé sur une plateforme, vraiment sur leur site, parce que je les connaissais, j'avais des amis qui travaillaient là-bas, et donc j'ai postulé assez rapidement. En fait, tu postules pendant la formation. Pendant la formation, tu postules donc sur le job board de Soprasteria et puis C'est bah ça vraiment Non, c'est vraiment après. C'est c'est vraiment une vraiment fois après, que j'ai d'accord. fini, ouais. J'ai vraiment après. Une fois que j'avais vraiment tout fini, j'avais même pris un petit mois où je suis allé respirer. Bah, écoute, on va en parler tout à l'heure avec la thèse professionnelle, mais en général, ça fait du bien hein, Ah oui, de oui, se poser avant de effectivement. redécoller. C'est vrai qu'à l'époque, c'était la partie qui était la plus prenante, mais d'ailleurs, j'avais profité pour souffler à ce moment-là. Et donc, je rejoins le grand cabinet Soprasteria, donc qui m'ont laissé le temps d'arriver, le temps de tout finir, etc. Et donc là, je rejoins leur département banque. Et donc l'idée, c'est ils ont voilà pratiquement toutes les banques en cliente. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur des projets. Donc moi, j'étais vraiment sur la partie conseil. Et l'idée, c'est d'aller travailler sur des sujets comme de développement. À l'époque, c'était beaucoup des sujets de KYC, des choses comme ça. Et donc ça, en parallèle, effectivement, j'ai mon POC qui tourne. Je T'as commence à Miam. avoir. Il Voilà, y a Miam qui tourne. c'est ça. Il y a Miam qui tourne. C'est Miam à l'époque, c'était un site internet, quelques groupes Facebook pour vraiment tester les choses. J'avais voilà mes associés avec qui on essayait de faire ce POC. Donc voilà, ça tournait à côté et donc moi voilà j'étais là et c'est vrai que le sujet Miam me passionnait un peu plus sur l'émission à l'époque. Donc je commence à passer un peu plus de temps sur le POC, je vois comment qui commence à évoluer, on commence à, à vraiment présenter le projet. Voilà, à l'époque on allait voir des salles de sport, on commence vraiment à en parler beaucoup. Et donc là, le démarrage, comment va se faire, c'est que c'est qu'effectivement, on fait une très très bonne rencontre. C'était une directrice d'une grande banque qui regarde notre concept. Donc on était présent dans un salon et elle regarde notre projet, notre concept et nous dit mais c'est génial ce que vous faites.
Moi, je cherche quelqu'un qui fait ça, un restaurant qui fait ça. À l'époque, il n'y avait pas encore. Aujourd'hui, on en a plein, mais à l'époque, c'était très. Notre concept, c'était vraiment basé sur des recettes de naturopathes. C'est-à-dire que c'est des recettes digestes euh, et très très bonnes. Mais donc à l'époque, c'était le début du sans gluten, du sans lactose. Donc vraiment, c'était le tout début du bio. Les gens ne comprenaient pas beaucoup, pensaient que c'était un peu des choses qui n'ont pas de goût. Là, Quand, Driss, on est quoi? C'est 2015-2016? voilà, on est vraiment voilà, fin 2015, début 2016. Ok. Tout à fait. Donc, t'es encore ça fait 1 an que tu as lancé Miam. T'es encore dans le lancement, en fait. Voilà, pratiquement, je suis en lancement, mais je commence à avoir de la traction, je commence à avoir des clients voilà, qui nous demandent vraiment des prestations. Euh, donc là, voilà, donc je, je commence à sentir que ça prend. Donc là, je décide. Donc on voit que voilà, l'équipe me demande, me dit bon, maintenant il faut venir plus passer un plein temps avec nous. Euh, Eh oui, donc là, parce que tu as toujours ton activité à côté de consultant. c'est Et là, ça, ça y est, t'es à double vie, quoi. exactement. Et, et en fait, moi, j'avais pris effectivement ce travail de consultant. Je me suis dit, bon, à la limite, si le projet ne prend pas tout de suite, j'ai quand même un emploi et aussi, c'était vraiment une période de tester. Vraiment, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Euh, donc là, effectivement, je vois que ça commence à prendre. Donc là, je demande en tout cas, à mon responsable à l'époque de vraiment, vraiment d'arrêter le contrat pour que je puisse, voilà, je lui explique que j'ai vraiment un projet sur lequel je travaille depuis 1 an et qui commence à prendre. Est-ce que je peux, voilà, vraiment sortir des équipes, tout Oui, ça. Donc, tu veux passer, en fait, à temps plein sur ton projet, quoi. Tu veux voilà, c'est donner ça, la chance à Miam. Tu veux donner sa chance à Miam. exactement. Donc là, je sens que ça part. Donc là, on fait commence à faire une très grande. Donc là, notre positionnement, c'était quoi? C'était une fois qu'on avait rencontré cette personne, donc elle nous demande une première prestation au sein de l'Opéra de Bastille. Donc c'est tout de suite, on démarre sur une très grande prestation et elle nous demande, voilà, d'être le traiteur partenaire de cet événement. Et donc c'est totalement vraiment une opportunité. On s'est dit, c'est Ah, mais là, vraiment c'est le grand saut, hein. C'est le grand saut. C'est-à-dire voilà. que tu es en haut de la falaise et tu sautes, hein. Exactement. Là, c'est parti, on y va. Donc, donc là, je me suis dit, donc là, je quitte Soprasteria et je me lance, voilà, sur cette prestation. On se met à fond. J'avais pas mal, vraiment, d'amis, tout ça, qui m'ont aidé parce qu'ils savaient vraiment c'était le vrai lancement. Et donc là, ça se passe très bien. Donc la cliente est très contente. Les convives étaient vraiment, en tout cas à l'époque, ravis de cette entre guillemets innovation parce que en fait après quand on a regardé l'offre du traiteur, c'était vraiment assez disruptif parce que c'est quelque chose qui faisait pas du tout. Et donc nous on a joué beaucoup sur les couleurs des aliments, sur la texture, etc. Et donc ça a fait un carton plein. Donc là je me suis dit c'est génial. On a trouvé notre modèle, on va entre guillemets axer en tout cas notre produit uniquement sur la partie traiteur et pour les entreprises. Donc on commence à faire. Ça dure combien de temps, ça? À peu Alors au près? total, si on prend vraiment du POC, tout ça, ça va prendre à peu près 5 ans et demi, 6 ans. Hmm. Vraiment, Mais ça ouais, comprend le Covid. C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça. voilà, c'est que tu es arrivé en vitesse de croisière au moment où, bah, malheureusement, il y a la pandémie qui est arrivée. C'est ça. Et effectivement, notre modèle, comment on l'avait construit, c'était un modèle où on travaillait uniquement avec des entreprises. Donc, on n'a pas voulu aller vers le particulier. Et même pendant le Covid, on a commencé à étudier l'hypothèse d'aller vers le particulier, mais on n'était pas non plus, on va dire, fait pour le particulier. C'est-à-dire notre structure n'était pas du tout adaptée
aux particuliers. Donc on s'est dit, et en plus ça faisait quand même un petit moment qu'on était sur le sujet. Voilà, ça nous a arrêté net, c'est-à-dire du jour au lendemain, on n'avait plus de prestations. Et même parmi nos clients qui nous ont rappelé, à l'époque, ils nous demandaient des clauses, on va dire, d'hygiène assez strictes. Oui. Et on n'avait pas non plus, parce que c'était nouveau, le Covid, on savait pas ce que ça allait faire. On n'avait pas trouvé d'assureur d'assurance qui pourrait nous protéger, parce que c'est quand même on livre de la nourriture. Non, mais c'est que l'activité déjà était compliquée, et là, forcément, elle est devenue encore plus compliquée. Et sachant que vous, à la base, c'était pas votre métier. En fait, c'est un métier que vous êtes créé vous-même, à l'instar de Miam. Exactement. Et donc les clients, ils étaient un peu au tout début, vraiment le tout début du Covid, ils étaient vraiment parano de dire effectivement, est-ce que vous prenez le risque s'il y a des contaminations, des choses comme ça, sachant que je veux dire personne à cette période ne maîtrisait quoi que ce soit. Donc on n'a pas pu en tout cas honorer les dernières. En tout cas, on n'a pas pu vraiment aller faire de la prestation pendant cette tout début de période Covid. On en a fait quelques-unes après pour vraiment solder, on va dire, les commandes qu'on avait. Mais au tout début, on n'a pas pu y aller parce que c'était pas très simple. Mais ça a été un coup d'arrêt. Enfin, je pense que beaucoup d'entreprises, et notamment dans les métiers de bouche, tu vois, comme c'était votre cas, ont été concernés par le Covid de prime abord, et ça stoppe net, hein. Je veux dire, l'activité, elle se stoppe. Enfin, il y a plus de clients. Enfin, en fait, toi, en plus, quand tu fais de l'événement ou du traiteur en entreprise, il y a plus personne dans les bureaux, il y a plus rien à faire. Donc, on va pas l'inventer, ce boulot-là. Toi, Driss, tu as toujours eu quand même en parallèle ton activité de consultant, et c'est notamment donc pendant l'année 2020, l'année de la pandémie, où tu te lances en tant qu'indépendant. Autour de la data. C'est-à-dire que on a bien compris, hein, toi, ton cœur de métier à la base, effectivement, c'est la BI, la business intelligence, la data, et tu te dis, bon, je vais quand même à côté maintenir une activité sur ce que tu sais faire. D'ailleurs, c'est ce que tu es encore aujourd'hui, hein. Tu es data stratégiste, tu vas nous en dire un petit peu plus. Comment tu as vécu cette double activité d'indépendant et de chef d'entreprise? Alors c'est vrai qu'effectivement quand on voit le fil rouge, en fait même dans cette aventure entrepreneuriale, j'avais vraiment ce côté-là, mon rôle dans cette aventure, c'était vraiment d'être la personne qui va s'occuper des données, qui va mettre en place des systèmes, qui va un peu fluidifier les process, d'automatiser un maximum de choses. Donc même chez Miam, mon rôle c'était ça. Donc entre guillemets, mon activité n'a pas changé. Effectivement, elle a été faite sur plusieurs activités, mais plusieurs secteurs, pardon. Oui, c'est que tu as mis tes compétences au profit de Miam, au profit du projet entrepreneurial, mais tu n'as pas perdu tes compétences. C'est ça. J'ai toujours, au contraire, c'est-à-dire que là, on partait d'une feuille blanche, donc il fallait tout construire, il fallait mettre en place des process. Donc là, l'avantage, on avait une DG qui était vraiment au quotidien sur le projet, et donc moi, j'ai été vraiment le facilitateur pour vraiment fluidifier les process, automatiser un maximum de choses, avoir de la donnée assez rafraîchie assez rapidement. Et donc ça, c'est vrai que ça nous a structuré et ça a donné, on va dire, une force à Miam. Mais pour moi, effectivement, c'était une continuité. Et donc là, effectivement, le Covid arrive. Donc là, l'activité s'arrête. Et donc, il fallait trouver une solution très vite parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, on n'avait pas beaucoup de sécurité là-dessus. Donc j'avais trouvé une première mission assez rapidement finalement. Voilà, au sein d'une petite banque, sur des sujets liés à la mise en place on va dire de systèmes décisionnels, etc. Donc j'avais commencé une première mission, on va dire en tant que freelance. Donc je travaille avec cette banque à peu près plus d'1 an et demi, et donc au fur et à mesure de leur projet, voilà,
on a notre instinct entrepreneur qui ressort à chaque fois. Donc je commence à proposer des profils, des amis qui étaient en recherche. Donc je commence de l'entraide. Au début, c'était vraiment j'ai des amis, ils sont en recherche de mission, bah, j'essaie de proposer leur profil. Oui, enfin, sachant qu'il y avait des besoins aussi. Enfin, toi, c'était pas juste et coucou, j'ai des amis. C'est simplement tiens, vous avez tel et tel besoin, je peux vous aider parce que je connais des gens qui savent faire. Voilà. Tout à fait, effectivement. Donc c'était clairement dans cette optique-là. Donc je commence à avoir, voire même je commence à avoir des projets. C'est des personnes qui me demandent est-ce que vous pouvez me faire par exemple un dashboard. Euh, donc moi je me suis dit mais c'est génial, effectivement, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Et là, à un moment donné, je vois que bah, j'ai quand même placé une bonne dizaine de personnes. J'ai des anciens clients qui me rappellent pour travailler avec eux sur d'autres sujets. Donc, je me suis dit, bah, effectivement, faut mettre tout ça au sein d'une marque et de commencer vraiment à structurer en fait tout ça. Donc, je vais mettre à peu près, je dirais 2 ans et demi, 3 ans, où je suis resté en mode freelance, avec des projets en plus, avec placement des personnes, des consultants. Et là, je me dis, bon, il faut faire une structure. Donc là, je lance en 2023 le cabinet Cockpit spécialisé en data consulting. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas, l'idée de base, c'était d'aller voir effectivement les grands groupes pour les accompagner sur leur grand projet de transformation data, etc. Donc ça, c'est vraiment la grande partie de chiffre d'affaires qu'on réalise. Et puis aussi d'aller voir les PME et les ETI pour leur proposer on va dire des packages, des dashboards un peu automatisés qui puissent entre guillemets, pouvoir analyser leurs données sans que ça leur coûte le prix d'un consultant avec un TJM par jour, etc. Mais de faire ce qu'on appelle un Un peu programme clé en main. voilà, Ouais. vraiment un software as a service. Ils vont payer un petit abonnement et l'idée c'est que ça soit duplicable surtout sur pas mal de PME. Et donc je commence à proposer ça. Et donc voilà, donc du coup ça m'a donné plein d'idées aujourd'hui avec l'IA, Et avec ouais. Mais non, mais tu changes. En fait, ce qu'on comprend bien, c'est que tu changes de statut parce que finalement, tu t'étais lancé en 2020 en tant que freelance, on va dire en complément de Biam et face à l'incertitude de l'activité. Et puis finalement, t'y prends goût, ton travail est apprécié, tu te rends compte que bah, finalement, tu as réussi à constituer un réseau. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu crées en fait ton propre cabinet, ta propre agence. Euh, et alors, on peut donner le nom, hein, ça s'appelle Cockpit Data Consulting. C'est ça, hein? tout à fait, oui, effectivement, Voilà. pour faire ce parallèle avec un cockpit. Donc pour moi, une entreprise, voilà, pour qu'elle décolle, il faut qu'elle ait un maximum on va dire, d'indicateurs, de KPI qui vont l'aider à vraiment voir tous les aspects de l'entreprise pour qu'elle puisse décoller. Donc voilà, C'est c'est un ça. Et peu ça. toi, tu te définis comme un data stratégiste. Et donc, un data stratégiste, c'est quoi? C'est à la frontière entre le data analyst, c'est vraiment qui met les mains dans le cambouis, dans les bases de données. La data vise aussi, hein. Tu parlais tout à l'heure de dashboard, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette data? Comment on en fait un outil d'aide à la décision? Et donc là, ça rejoint la business intelligence, la BI, hein, que tu connais bien aussi. Et puis aussi, on est toujours sur la transfo digitale, hein, on va dire ça, cet accompagnement à la transformation, parce qu'en fait, la transfo digitale, elle est perpétuelle. Là, on pourrait dire qu'on est en post-transformation aujourd'hui, mais la post-transformation, ça reste de la transformation. En fait, moi, je suis parti on va dire d'un principe, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la transformation digitale. J'ai eu l'occasion de créer une start-up, de voir un peu une start-up très digitale, donc on était présent uniquement en ligne, on n'avait pas encore de présence physique. Et donc j'ai vu, c'est-à-dire que la transformation digitale, ce qu'elle apporte, c'est beaucoup de données. Donc c'est ça l'avantage de la transformation digitale. Donc ces données-là, on en a beaucoup et donc il faut la traiter, la mesurer. Donc moi, comment je me définis, c'est-à-dire euh, je- j'interviens sur toute la chaîne de valeur.
c'est-à-dire de l'intégration de données, de la partie, on va dire, nettoyage de données, ensuite de la modélisation de données pour relier les différentes tables, etc., les différentes données entre elles, pour que derrière, on puisse construire des dashboards, mais aller au-delà du dashboard, mais vraiment d'avoir des insights, vraiment de l'information. Moi, en fait, c'est ça qui m'a toujours plu depuis mes études en statistique, c'est de comment transformer, on va dire, un tableau Excel avec plein de lignes où on comprend rien, à de l'information, voilà, très pertinente. C'est quelque chose, moi, je trouve que c'est magique et ça me passionne parce qu'à chaque fois, c'est vraiment le même effet. Voilà, de trouver à la fin des insights, des informations pertinentes sur ton business, sur ton activité, vraiment de voir, de suivre des KPI qui vont vous permettre vraiment d'ajuster les décisions au bon moment, de vraiment faciliter la décision. Des fois, voilà, les chefs d'entreprise ont vraiment la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps de comparer, de voir. Donc là, c'est vraiment cette aide à la décision qui me fascine et donc que j'ai envie. Tu es passionné par ton job, quoi. Voilà. Voilà. Et alors, peut-être pour refermer donc l'aventure Miam, l'aventure Miam, malheureusement, elle s'est terminée en 2022, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Alors en fait, ça s'est fini. C'est vraiment parce qu'on avait constitué une équipe. C'est vraiment la partie cuisine, la partie logistique, etc. Donc cette équipe-là, au moment, on va dire, du Covid, donc a pris peur finalement de dire est-ce qu'on reste dans l'aventure, est-ce que c'est le moment vraiment d'aller voir les concurrents, etc. Donc nous, on avait décidé de tout de suite arrêter parce qu'effectivement, on n'avait pas de dette, on n'avait pas beaucoup de... donc on s'est dit, voilà, c'est le moment d'arrêter. De toute façon, on n'a pas de visibilité. Tous les 3 mois, on avait un confinement, tout ça, donc on n'avait pas du tout de visibilité. Donc on s'est dit, vaut mieux arrêter que maintenant, comme voilà. Oui, plutôt que laisser pourrir la situation, vous avez décidé de dire bon, on arrête et ça on arrête. Aussi, et par contre, c'est ça, et d'honorer les dernières prestations, parce qu'on avait en 2019, on avait un carnet de commandes qui commençait à s'agrandir, mais quand on a coupé, on avait encore quelques prestations à réaliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé la structure vraiment jusqu'à la fin, vraiment pour accompagner nos derniers clients sur les dernières prestations. Vous avez fait ça proprement, quoi. C'est ça, qui ont été réservés en 2019, mais il y en a qu'on a fait en 2020, 2022, vraiment. Mais bon, on peut dire que c'est vraiment le Covid qui a tué Miam, quoi. C'est ça. Alors, c'est vraiment le Covid qui a donné un coup d'arrêt, mais vraiment sec. On aurait pu effectivement aller encore plus loin, mais en termes de trésorerie, en termes de pas mal de choses, on n'a pas pu. Bon, et toi, en tout cas, cet esprit entrepreneurial, ça t'a appris cette expérience parce qu'aujourd'hui, tu le diffuses au sein de Cockpit, au sein de ton cabinet de conseil. Alors, j'avais dit qu'on parlait de la thèse professionnelle. On va terminer d'ailleurs là-dessus parce que la thèse professionnelle, c'est un peu le gros morceau du MBA, c'est le fil rouge de toute l'année. Est-ce que tu te souviens, toi, un peu de l'état dans lequel tu étais pour cette thèse professionnelle? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est vrai que c'est le sujet du parcours part-time, c'était la thèse. Et à l'époque, on n'avait pas encore ChatGPT. Je pense qu'il m'aurait beaucoup aidé, mais on n'avait pas encore de ChatGPT. Et donc, c'est vrai que c'était le sujet qui nous prenait pratiquement toute l'année, sur lequel on devait trouver l'axe, affiner un peu ce qu'on va faire, affiner l'idée, etc. Et donc moi, ma thèse pro, c'était le centre commercial connecté. C'est-à-dire que à l'époque, c'était quelle est l'évolution, qu'est-ce que va devenir un centre commercial et quelle est la stratégie à adopter à très court terme, moyen terme et long terme. Donc la foncière sur laquelle je travaillais avait vraiment besoin de dire ok, on voit beaucoup de transformations, beaucoup de métiers qui changent, beaucoup de secteurs qui sont bouleversés. Nous, si on veut pas, entre guillemets, se faire ubériser, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit réagir? Et qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Parce que très court terme, voilà, et à moyen terme. Et quelle est la vision, on va dire, dans 10 ans? Oui, c'est que toi, tu avais fait le choix de faire ta thèse professionnelle en lien avec
avec ton entreprise de l'époque, hein, Tout à sur une fait. problématique commune, ce qui n'est pas obligatoire. Hein, mais toi, tu avais fait ce choix-là, en tout cas, Alors de... j'avais fait effectivement ce choix parce que j'avais beaucoup de facilité à avoir, par exemple, beaucoup de données, beaucoup d'informations. Mon entreprise pouvait me financer si je voulais acheter des études de marché. Donc voilà, donc c'était un choix finalement effectivement. C'est vrai que j'avais pas l'obligation que ça soit relié à mon entreprise, mais vu les facilités que j'avais, donc c'était très intéressant d'aller sur ça. Et Et c'était effectivement, tu te ouais, souviens, est-ce que tu te souviens de la note que tu as eue à ta thèse? Alors, j'ai pas retrouvé ça dans mes archives. je sais que j'ai une très bonne note. Ouais, ouais, mais j'ai pas retrouvé. Écoute, bon, Mais j'ai je pas beaucoup sais cherché, pas. je dois l'avouer. Mais je sais que tu as eu une mention, voilà. Donc Ouais, c'est ça. ouais, je sais que tu as eu une mention, et donc ça veut dire que ça vient couronner quand même un parcours qui était de qualité. Mais alors sur ta thèse professionnelle, j'avais le sujet effectivement sur le centre commercial connecté, mais j'ai pas retrouvé la note. Bref, on va continuer notre enquête. Non, effectivement, c'est vrai que c'est un parcours où finalement j'étais très passionné par les sujets et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai eu une très bonne note, mais c'était vraiment la passion qui a fait que j'ai eu de bonnes notes, hein. C'est pas que je suis un je suis pas Non, sûr. mais on fait bien ce que l'on aime aussi. Voilà, c'est C'est ça ça. le, c'est ça le point. Alors, euh, on arrive à la toute fin de ce webinaire Alumni. Donc, en général, dans ceux qui nous suivent, c'est le cas actuellement. Merci pour vos réactions. Alors, il n'y avait pas de questions, mais il y avait plutôt des réactions pour dire que c'était très clair. Je pense que ton récit aussi de l'aventure Miam a beaucoup intéressé. Voilà, notamment un commentaire sur le fait que t'as eu du courage. Voilà, vous avez eu du courage en tout cas de tenir jusqu'au bout et aussi le fait que vous ayez honoré vos dernières commandes et vous soyez, même si dès 2020 vous saviez que c'était fini, ben vous avez quand même prolongé euh, pour, euh, pour respecter et honorer vos contrats. Donc voilà, ça a été salué dans le chat. Mais on a des futurs candidats, candidates, étudiants au MBA. Donc quel conseil tu pourrais leur donner? Toi, ils viennent de t'écouter, on arrive à la fin. Ils vont peut-être Mhm. candidater pour la session de février ou la session d'octobre. C'est vrai que toi, à ton époque, il n'y avait qu'une seule session par an, donc c'était en septembre-octobre. Là, maintenant, on en a une deuxième en février. Qu'est-ce que tu pourrais Ah, leur dire? d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? C'est vrai que le conseil que je pourrais leur donner, c'est vrai que le fait de rejoindre le MBA MCI, on rejoint effectivement une formation qui va nous mettre à jour sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Euh, Vraiment en termes d'outils, en termes d'innovation. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur, je vois, pour être à jour sur toutes ces thématiques-là. Et puis le deuxième, ça reste aussi le réseau, l'humain finalement. Je sais pas comment on fait pour le recrutement, mais effectivement, on a souvent des personnes à la fois passionnées, bienveillants, et vraiment on est dans ce côté partage. Donc vraiment, si rejoint le MBA MC aujourd'hui, c'est vraiment ces deux valeurs-là qui vont avoir. Et ça, c'est quelque chose qui va durer toute leur vie professionnelle. Voilà, qui vont vraiment avoir un asset très intéressant. Alors après, il y a aussi le projet professionnel qui est très important. Toi, on l'a bien compris quand tu nous as expliqué ton parcours, c'est que tu avais déjà quand même cette colonne vertébrale. Alors au début, c'est une intuition, mais ensuite, tu es venu en fait muscler tes compétences autour de la data. Oui, Euh, et alors, toi, tu nous le dis bien, hein, ça s'appelait d'abord les statistiques, mais on va dire que tu avais déjà intellectuellement une approche de la donnée, même si c'était pas encore très digital et très informatique, hein, au sens ouais, technique du terme, mais tu savais à quoi ça servait. c'est ça. Et donc, tu as construit tout ton parcours maintenant autour de la data. C'est peut-être ça le conseil aussi qu'on peut donner, c'est le MBA. Oui, c'est vrai, c'est un accélérateur, mais c'est un accélérateur de gens qui savent déjà un petit peu vers où ils vont. Tout à, tout à fait. Et en fait, ça m'a aussi donné, c'est-à-dire tu vois, on avait suivi des cours sur WordPress, et ça m'a tout de suite, ça facilite, on va dire, si on a un projet derrière, ça facilite l'exécution. C'est-à-dire que notre premier site internet était sur WordPress, donc voilà, j'avais tout de suite pu avoir un site e-commerce à cette époque.
Voilà, donc vraiment à travers les cours. Donc, effectivement, d'avoir un projet, d'avoir une vision, ça aide beaucoup. Comme ça, on pourra vraiment piocher dans les différents modules lesquels nous intéressent et aussi de découvrir d'autres modules. Notamment, moi, il y avait d'autres modules que je connaissais pas du tout, ou en tout cas que je m'intéressais de loin, et ça m'a permis vraiment de m'intéresser, d'avoir voilà, de la Une connaissance. approche un peu plus globale et généraliste. Toi, tu étais vraiment data, mais le fait de voir aussi les réseaux sociaux, le SEO, la publicité digitale, aujourd'hui c'est l'IA générative, mais ça t'a permis d'avoir vraiment cette vision à 180 degrés du marché et de ton métier et des besoins aussi de tes clients, puisque c'est ça, hein, tu l'expliquais bien, c'est que auprès des chefs d'entreprise, notamment des PME, TPO, auprès desquels tu interviens, et puis avant c'était dans le secteur bancaire, tu fais beaucoup du recueil de besoins et de l'analyse de besoins. Tout à fait. Tout à fait. Et le fait d'avoir cette ouverture d'esprit finalement avec tout ce qu'on va voir dans le MBA par exemple, eh ben ça donne, on va dire, de la créativité. On peut être vraiment force de proposition sur des choses sur lesquelles voilà qu'on n'aurait pas su un peu si on n'avait pas cette curiosité d'aller voir, d'aller comprendre. Bon, en tout Et, cas, Driss, un grand merci hein, d'avoir passé ce moment avec nous. Pour te suivre, c'est sur LinkedIn, hein, c'est ça, hein, c'est ton réseau social principalement LinkedIn. sur LinkedIn, tout à fait. Principalement sur LinkedIn, je réponds effectivement sur LinkedIn. Si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir encore plus, donc n'hésitez pas à contacter sur LinkedIn. C'est ça. Et puis, souvenez-vous, hein, il vous a dit que lui-même, quand il avait fait des recherches à propos du MBA, en tout cas d'une formation qu'il souhaiterait faire, ben, il avait contacté des alumni et des anciens du MBA-MCI qui lui avaient répondu. Donc, vous voyez, c'est le cercle vertueux, hein, c'est ça, Driss, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui es dans cette position. Donc, vraiment, n'hésitez pas à le contacter. Il vient de vous le dire, d'ailleurs. Ils vont me dire, allez-y, n'hésitez pas à lui poser des questions. En tout cas, moi, j'atteste que tu es très fidèle et c'est vraiment très agréable. Tu es là régulièrement pour nos étudiants, pour les aider, les orienter, leur parler aussi de ton métier, voilà, de la data. Et donc, merci encore pour ton engagement à nos côtés. Merci. Et ça me permet de pouvoir faire une transition avec le prochain rendez-vous des alumni. C'est le 12 décembre, le jeudi 12 décembre. On va fêter les 25 ans du MBMCI. Voilà, le Ah, MBMCI a été créé en 99. On est en ouais. 2024, ça fait 25 ans. Et donc, on va fêter les 25 ans du MBA le jeudi 12 décembre. On va bientôt communiquer sur les réseaux sociaux, lancer les invitations. Mais voilà, en avant-première, je vous donne la date. Driss, je sais que tu seras là. En tout cas, je Ça l'espère. sera avec plaisir, effectivement. Bon, on te souhaite en tout cas une excellente fin de journée et à bientôt sur les ondes du MBMCI. Merci, à très bientôt.